et bienvenue donc pour cette conférence sur l'importance du réseau de recharge des bornes, du réseau de recharge en fait dans les immeubles et les projets immobiliers. Donc je me présente, je suis Adrien Chéreau, je suis consultant pour Auto24, donc la start-up qui vend des véhicules et maintenant des véhicules électriques au Maroc. Et à côté de ça, j'ai fondé une entreprise d'importation de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, j'animerai cette conférence aux côtés de Walid, qui est manager de EV Plug, de Madame Ouda, qui est directrice de Ivoire Consult. Voilà, et de Rally Lamar, qui est un petit peu notre chef de l'électrique au Maroc, qui encourage tout l'écosystème en fait à pousser au Maroc. Donc aujourd'hui, on a pris la liberté non pas de faire une conférence où chacun va prendre la parole et en fait vous expliquer un sujet. On est là ici pour faire une espèce de table ronde où on va pouvoir discuter du sujet dans son ensemble, de faire un débat, de se poser des questions dans le but de convaincre, et nous, dans l'idéal pour les acteurs de l'électrique, ce serait d'amener un standard dans les projets immobiliers qui serait d'avoir des bornes de recharge en fait dès qu'on construit un immeuble. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer avec une problématique, une question, Walid ? Déjà, merci beaucoup Adrien pour l'introduction. Déjà, je tiens à remercier l'Imotech pour cette organisation irréprochable. Nous étions et nous serons toujours des heureux participants à l'Imotech. On a été l'année dernière et on y est aussi cette année. Merci beaucoup pour ça. Pour nous, la problématique des bornes de recharge ou infrastructures de recharge sur les copropriétés a été toujours au sein de nos discussions à EVPlug. Déjà, je vous dis, EVPlug, c'est un éditeur de solutions informatiques. On est spécialiste dans tout ce qui est écologique et tout ce qui est électromobilité. On a déjà une solution existante. Et ce qu'on fait aussi, on est un intégrateur de bornes de recharge. Donc, on fait toute la solution bornes de recharge end-to-end. On commence déjà par tout ce qui est études électrotechniques de projet. Donc, on accompagne soit les promoteurs, soit les business sur tout ce qui est études électrotechniques. On passe aussi à l'exécution des installations, tous les travaux de voirie qui sont reliés à l'installation. Après, on propose aussi un contrat de maintenance pour la gestion de ces bornes. Et en fin de compte, s'il y a des business qui sont intéressés, on leur propose une solution pour la monétisation et la facturation de leur projet. Donc, c'est tout ce qu'on fait à EVPlug. Donc, pour nous, cette problématique de bornes de recharge sur les projets immobiliers est vraiment très, très importante. Pourquoi ? On pense qu'il y a plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui poussent soit les promoteurs immobiliers, soit les entreprises de gestion de parking pour opter pour ces plateformes de recharge. On peut citer de nombreuses raisons. Alors, je peux pratiquement citer une dizaine de raisons, mais je vais juste dire déjà quelques raisons qui encouragent ou qui poussent ces promoteurs pour opter pour des plateformes de recharge. On peut commencer déjà par le fait qu'il faut répondre à la demande actuelle des demandeurs ou des conducteurs de voitures électriques. Ces conducteurs de voitures électriques, c'est les résidents de demain, c'est les acheteurs de demain. Donc, on voit déjà qu'il y a une nette augmentation de vente de voitures électriques de 2022 à 2023, de 2023 à 2024, et surtout tout ce qui est hybride rechargeable et full électrique. Donc, il y a déjà un engouement dans le secteur. Donc, les promoteurs immobiliers doivent prendre cette demande en considération. Ils doivent répondre à ce besoin. Ça, d'une part. D'une autre part, on pense aussi en interne que des projets immobiliers qui ont des infrastructures de recharge, ils sont plus attractifs commercialement que d'autres projets qui l'ont pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nette augmentation de valeur d'un bien ou d'une résidence avec une plateforme de recharge qu'une autre qui l'a pas. On pense aussi qu'il y a d'autres raisons. Par exemple, un promoteur immobilier qui a une image éco-responsable, il a une image qui est plus attractive dans le marché. Donc pour lui, il s'associe avec des projets qui sont
qui sont éco-responsables. Donc, il a déjà de l'attractivité le marché, surtout dans un marché qui est très, très compétitif comme le marché immobilier. Et enfin aussi, il y a une raison qui est très, très importante, c'est la compatibilité avec les normes environnementales et urbanistiques. Ces normes, ces derniers jours, on voit qu'il y a des bâtiments qui imposent des normes comme par exemple l'HQE, comme le LEED, comme le BREEAM. Il y a des normes qui doivent être respectées dans ces projets immobiliers. Et pour ce faire, il y a un pourcentage de nombre de places de parking qui doit avoir des bornes de recharge ou qui doit être électrifié. Principalement, on parle de 8 places de parking dans une centaine de places de parking. Donc, il faut déjà avoir une infrastructure sur place. Il ne faut pas laisser jusqu'à la fin du projet immobilier et commencer à y penser. Il faut tout penser en amont. Donc, c'est pour ça, on pense qu'il y a vraiment plein de raisons pour inciter les promoteurs immobiliers à adopter ou à s'inscrire et à adhérer à des projets pareils qui concernent principalement les plateformes de bornes de recharge sur les copropriétés et les résidences. Oui, donc si on comprend bien, la problématique c'est pour les hybrides et aussi pour les véhicules tout électriques. Et je pense que Khalil me rejoindra là-dessus. Elle est encore plus forte pour un véhicule hybride rechargeable parce que le véhicule hybride rechargeable, vous ne pouvez pas aller dans une station le recharger, c'est trop long, c'est trop lent, ça vaut pas le coup. Et donc, sans ces infrastructures dans les immeubles, il va pas être possible d'utiliser à proprement parler sa voiture hybride, encore plus que sa voiture électrique, parce qu'à la limite, la voiture électrique, on peut aller la charger rapidement dans certaines zones, dans certaines stations, mais la voiture hybride, on est bloqué. Si on n'a pas de borne à la maison, on est bloqué. Est-ce que tu veux réagir sur le sujet ? Je peux réagir sur ce sujet. Alors, bonjour à tous. En effet, les voitures hybrides, il est nécessaire de les charger à la maison plutôt que de faire des détours et rester sur une station beaucoup plus longtemps et gaspiller son temps humain. Et en fait, il vaut mieux que tout véhicule qui se branche ne soit pas en train de générer un effort d'adaptation. C'est plutôt continuer dans la même consommation du véhicule précédent, qu'il soit thermique et actuel, lorsqu'il se branche full électrique ou hybride, qui n'impose pas trop de réadaptation. Si je peux rebondir avec ce que tu avais commencé, quand on m'avait approché au préalable en 2021, on ne savait pas s'il fallait commencer par les bureaux d'études, par les architectes ou par les promoteurs. Donc on était en train de voir qui serait le mieux apte à s'assurer que les projets qui existent ou qui ont besoin d'un rétrofit, c'est-à-dire qui ont besoin d'une après livraison définitive, qui ont besoin d'une amélioration dans le cahier de charge, ou bien les projets à venir qu'ils incluent, s'il n'y a pas eu de budget borne ou câblage, ou qu'ils aient peur que les installations soient endommagées avant qu'il y ait la réception définitive, qu'ils se disent ok, au moins on fait les arrivées vers les lieux de parking, et après on verra comment arriver au but vers quel compteur ça va être branché. Est-ce que ça sera un compteur d'opérateur, ou ça sera à chaque compteur de chaque résident, ou bien compteur du syndic, ou bien. Il y avait plusieurs solutions. Donc, je pense que il y a un éléphant dans la salle, c'est-à-dire on ne parle pas du problème qui bloque. Surtout, c'est les lois qui fait du fait qu'on les projets de loi existent, mais on ne peut pas offrir le service si on ne va pas marcher dans des plates-bandes d'illégalité. Donc on peut offrir un service, mais on ne peut pas vendre l'énergie derrière. C'est pour ça que certains prestataires aujourd'hui font des approches d'abonnement forfait plafonné et ne cherchent pas à vendre des kilowattheures actuellement. Donc, et même dans tout projet actuel, lorsqu'ils sont vraiment de grande envergure, ils voient sur des retours sur investissement de 7 ans à 11 ans, plutôt que de dire ok, pour tel projet, je dois absolument rentrer dans mon capital, dans mon investissement dans les 3 ans au maximum.
Mais je vais passer la parole à notre cher invité. Merci beaucoup. Merci à Moubao de m'avoir invité. C'est ma première saison Imotech et je vois que c'est très intéressant. Alors nous, en tant que promoteur immobilier, juste je rejoins toute l'équipe en disant que particulièrement, il y a actuellement au Maroc une transition énergétique qui est claire, qui est palpable. Et nous, en tant que promoteurs, on est très sensible à cela. On sait qu'il faut qu'on se positionne tout de suite parce que ça positionne directement le projet en tant qu'innovant, que différent sur le marché. Et aussi, on a la particularité que tous nos projets, on essaie de les faire vivre dans l'environnement immédiat, que ce soit... on a des projets francs-forêt, d'autres francs-mer. Donc, même le positionnement, on essaie d'être un peu voilà, dans un environnement qui est vert, qui est... au niveau... comment nous, on a réfléchi à participer à, on va dire, à être plus éco-responsable, durabilité, voilà. Donc, au niveau de notre programmation, c'était déjà clair. Nous, on n'a pas la prétention d'être HQE ou d'être certifié par rapport à ça, mais dès le début, on programme au niveau de nos équipements une infrastructure qui permet de répondre aux besoins des clients. On sait que y a un besoin accru de plus en plus. Nous savons que c'est quelque chose au niveau de la clientèle future et actuelle, il y a beaucoup plus de sensibilité par rapport à ça. Donc, on sait que c'est quelque chose qui va donner de la valeur ajoutée au projet, pardon. Non seulement, je ne parle pas que des bornes électriques, je parle du solaire, je parle de la conception elle-même du projet, c'est-à-dire au lieu d'avoir de la circulation en interne, toute la circulation se fait en sous-sol sur pratiquement tous nos projets. Donc on a beaucoup de verres autour. À chaque fois, on a un projet par exemple qui est 17 Air Park, qui est en lisière de forêt, où on a une convention de 5 hectares avec la commune pour l'aménager, l'exploiter et l'ouvrir à nos résidents. Donc, il y a plusieurs façons d'être éco-responsable. Revenons à la partie qui nous intéresse et qui est les bornes électriques. Nous, on a fait le choix de l'intégrer au niveau de nos projets. Pas tous, mais là où la sensibilité y est. Donc, mais la programmation s'est faite en amont. Avec l'architecte, avec des bureaux d'études, avec le schéma électrique qu'il faut, avec la puissance qu'il faut. On s'est fait accompagner par des spécialistes de mise en place de bornes. On n'a pas pris, c'est-à-dire on n'est pas venu, on a dit voilà, on va installer, mettez-nous des bornes et voilà, juste pour l'image, pas du tout. On s'est fait accompagner selon le besoin du client, selon le nombre de places, on les a respectées aussi, c'est-à-dire qu'il fallait dédier un certain nombre de places pour cela. Donc, ces places-là vont être, bien évidemment, déduites des places qu'on doit donner ou, on va dire, entre parenthèses, vendre aux clients. Donc, c'est un chiffre d'affaires en moins. Bon, pour ne pas parler de la partie financière qui est importante pour le promoteur, parce qu'on se pose la question pourquoi est-ce que tous les promoteurs ne font pas ça actuellement. Certes, ça positionne le projet, ça donne une belle image, ça va répondre à la future demande, mais actuellement, ça a un coût. Ça a un coût et ce coût-là n'est pas imputable directement à la vente. Surtout, je parle du résidentiel. Le locatif, tertiaire, tout à l'heure on parlait du tertiaire, le tertiaire ça a du sens. Sur le résidentiel actuellement, nous n'avons pas cette conscience encore cette maturité énergétique, on va dire, ou je sais pas comment on va appeler ça, de se dire si je rajoute des équipements durables au niveau d'un projet, je vais augmenter la valeur. Non, ça on n'en est pas encore là. Donc il y a cet aspect coût qui est imputable au promoteur qui ne va pas récupérer. Et il y a aussi toute la partie
toute la partie accompagnement fiscal, avantages, etc., qui est mis en place actuellement pour les véhicules électriques, mais pas pour les promoteurs immobiliers. Donc, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, notamment sur le solaire, des subventions subtiles, voilà, mais ça sous certaines conditions. Mais pour les bornes électriques, pour l'instant, il n'y a pas ça. Donc, c'est pour ça que peut-être une partie des promoteurs ne se projette pas dans ça. Il y a aussi une autre question qu'on va aborder. Vous avez abordé la question de gestion. Donc, je ne sais pas si je passe directement à cette transition ou vous souhaitez aborder d'autres. Donc, nous, on a déjà mis en place des bornes électriques au niveau de copropriété. Heureusement, nous, on a l'expérience de la copropriété, donc on connaît plus ou moins quelles sont les répercussions. On s'est fait accompagner, bien évidemment. Alors, ces bornes, est-ce qu'ils vont être maintenus par la copropriété? Donc, c'est des charges en plus sur l'ensemble des copropriétaires, mais tous ne voudront pas nécessairement le payer, parce que certains vont dire que nous, on ne les utilise pas. Donc, il faut en amont au niveau que ce soit du règlement de copropriété ou que ce soit au niveau de la première assemblée générale d'intégrer ça en tant que charge imputable à tout le monde, même si elle est minime. Mais voilà. Et aussi, comment gérer la facturation? C'est très compliqué. Comment rendre responsables les gens qui vont gérer ça, qui vont utiliser les utilisateurs, comment les responsabiliser pour ne pas vandaliser c'est des petites choses, mais comment, je ne vais pas dire éduquer, mais comment sensibiliser les gens à l'utilisation. Le système de facturation reste compliqué, il faut mettre un compteur spécial que pour, au lieu d'avoir le compteur général, ce qui est encore plus compliqué. C'est pour ça que je parle de mettre en place en amont et réfléchir en amont. Un compteur spécial que pour les bornes de recharge. Un système de facturation parce que c'est pas un compte que tu recharges en dirham et après tu passes ta carte. Non. Et comment expliquer aux gens que tu dois facturer du kilowattheure au dirham. Bref, c'est toute une éducation qu'il faut mettre en place, expliquer. Mais cependant, il y a de l'attrait. Je ne dis pas le contraire. Il y a de l'attrait quand on dit aux gens, aux futurs acquéreurs, ils sont intéressés. Voilà. Ils sont intéressés, ça va venir. Il faut juste qu'on arrive à trouver la bonne équation. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouda. Avant de rebondir sur le sujet de la gestion, surtout de la facturation, j'aimerais bien déjà discuter ce que Monsieur Khalil venait de dire, les projets de loi. Pour nous, il était très très clair. Il fallait avoir principalement deux missions. Il y avait la première mission dans les résidences et les copropriétés. Il fallait avoir un projet de droit à la prise. C'est ce qu'on voit actuellement. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de texte de loi de droit à la prise. Quand on a des clients, par exemple, qui veulent installer des bornes sur leur parking, il y a le syndic qui intervient toujours et qui dit qu'il n'y a pas de réglementation sur ça. Donc, ce droit à la prise, il permettra aux résidents, soit des locataires, soit des propriétaires, d'adresser une demande officielle au syndic pour commencer les travaux de voirie déjà. Et pourquoi pas une augmentation de puissance? Pourquoi pas un compteur dédié pour la borne de recharge? Donc on n'a pas déjà ça sur place. Donc il y a toujours de l'ambiguïté sur cette partie. On a déjà eu pas mal de cas sur lesquels on pouvait pas intervenir car il n'y avait pas soit assez de puissance, soit il y avait pas d'entente avec le syndic par exemple. Ça c'est la première mission. Il faut vraiment qu'on travaille tous comme acteurs de l'électromobilité pour avoir un texte de droit à la prise qui est très très clair, qui va faciliter l'adoption des bornes de recharge dans les copropriétés. La deuxième mission, c'est comment on peut supporter les syndics qu'ils votent ou qu'ils donnent une proposition durant l'Assemblée générale pour l'installation des bornes de recharge, soit dans les parties communes, soit dans chaque place de parking. Il y a des syndics, pour l'instant, on a travaillé aussi avec pas mal de syndics qui ne peuvent
pas adresser ces demandes et qui peuvent pas défendre les demandes vis-à-vis de l'Assemblée générale. Donc, on a été amené à être présent dans des assemblées générales de syndics où on est porteur de projet, on défend le projet pour qu'on aide le syndic à voter une proposition adéquate pour toutes les parties prenantes, soit les résidents, soit le syndic, pour la collecte des recettes, afin de pouvoir connecter ces bornes de recharge, par exemple, au compteur commun. Et pour ce faire, il y avait plein de choses qu'il faut préparer en amont, comme vous avez dit, Madame Ouda. Il y avait l'étude électrotechnique, par exemple, il y avait les schémas, il y avait le bilan de puissance, il y avait la solution de gestion, il y avait les cartes RFID, il y avait plein de choses qu'il fallait préparer en amont. C'est de là qu'il faut vraiment avoir des acteurs. Il faut que tous les gens qui sont présents, les gens de l'écosystème, il faut qu'on mette la main dans la main pour qu'on essaye de pousser l'adoption de ces infrastructures de recharge dans les copropriétés, les projets immobiliers. Pour la solution de gestion, c'est exactement le point qu'on est en train de résoudre actuellement ici au Maroc. On a une solution qui peut s'adapter à plusieurs cas d'utilisation, soit avec une application mobile, soit avec un dashboard, une solution qui est made in Morocco, qu'on a développée ici au Maroc, donc avec des ingénieurs qui sont tous des ingénieurs marocains. Donc cette solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la main au syndic pour facturer, pas au kilowattheure, mais au package, au service, afin d'avoir des cartes RFID. Si je suis par exemple un résident, je vais avoir une carte avec un solde, pourquoi pas. Ce solde doit être débité ou doit être rechargé, soit en comptant, soit via par exemple une Cash Plus ou d'autres prestataires qui peuvent recharger le compte avec un système pareil, par exemple à JAOS. Si je me permets de faire cette comparaison. Ce système, il va résoudre plein de problèmes pour les copropriétés. Il n'y aura pas cette ambiguïté. Par exemple, si je suis un résident X, il y a mon voisin qui n'a pas de voiture électrique, il n'est pas amené à payer pour mon électricité. Donc, ça va déjà résoudre ce problème. Donc, c'est pour là qu'on est en train de voir avec les syndics. On a déjà commencé un projet, par exemple, avec Araba, avec Groupe Sekani, sur lequel on essaye de mettre cette théorie, de la mettre à la preuve et de la tester et de récolter du retour de l'expérience de résidents et aussi du syndic et de voir une formule, car on n'est pas encore là. Par exemple, on sait pas, par exemple, c'est quoi le prix à configurer pour une place de parking. Donc on est encore dans une phase de récolte d'informations, on est dans une phase de récolte de feedback et on a besoin de toutes ces parties prenantes. On a besoin des syndics, on a besoin des résidents, des conducteurs de voitures, on a besoin de vous, toutes les gens qui sont autour de la table, les gens qui sont intéressés aujourd'hui par ce sujet. On a besoin de cette data, de cet input. Comme ça, on pourra améliorer, on pourra booster l'adoption des voitures électriques et des infrastructures de bornes de recharge pour les copropriétés. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste savoir si toi, Khalil, tu avais par exemple en tête des projets que tu as eus qui ont eu de la résistance de la part d'une assemblée générale. Est-ce que tu as réussi justement à pousser et à installer ces bornes? Alors, je vais rejoindre Adrien et Walid dans le discours. Au départ, c'est sûr qu'il y avait des résistances, des besoins d'éclaircissement, tout est nouveau. Il fallait expliquer combien il y aurait d'énergie, qu'est-ce que je dois, en tant que syndic ou en tant que propriétaire de l'immeuble, qu'est-ce que je dois voir comme CAPEX ou bien OPEX. Aujourd'hui, on est arrivé on va dire un chapitre 3, en fait, on regarde à l'extérieur quelles sont les erreurs qui ont été faites et on essaie de ne pas les refaire. Donc, on a réussi à passer du chapitre 1 au chapitre 3 à dire, OK, il y a des consommateurs, qu'ils aient des voitures hybrides ou électriques, durant leur... en fait, excusez-moi, il y a beaucoup d'idées, mais je vais revenir à ce qui nous rassemble tous les Marocains, tous les concitoyens, même ceux qui viennent visiter le Maroc. Lorsqu'on a un véhicule, il reste 19 heures immobile sur les 24 heures. Donc,
on travaille, on a besoin que de temps en temps de le bouger pour aller faire les achats ou les déplacements qu'on a à faire. Donc, pendant les 19 heures, on a des opportunités de recharge. On n'a pas besoin de devoir recharger à la pleine puissance que permettrait une installation ou techniquement ce que permettrait une borne. Donc, même si on achète une borne de 22 kW, on n'a pas besoin de l'installer en tant que 22 kW. D'autre part, lorsqu'on a vu les statistiques des gens, on a vu que dans le cercle urbain et périurbain, entre Mohamedia jusqu'à Brachid et jusqu'à Darbouezza, et dans d'autres villes, mais juste dans le cercle du Grand Casablanca, on remarque qu'ils font entre 60 à 150 km quotidiens. Et en fait, l'idée, c'est de dire, OK, je peux me permettre un plein, pour ensuite rester sur ma batterie entre 60% à 90%. Et ces 60% à 90%, je les prendrai uniquement en branchant à 22 heures et je débranche à 6 heures du matin. Donc, 8 heures de recharge ou bien 6 heures de recharge parce que je travaille très tard, je rentre à minuit et je dois ressortir très tôt. Donc, ça suffira largement pour reprendre l'énergie que je vais consommer le lendemain matin. D'ailleurs, ça se retrouve aujourd'hui chez les gens qui ont acheté des hybrides tout récemment, pas à devoir dépenser sur une grosse somme pour une hybride, et ils se sont retrouvés à, même si c'est une hybride qui roule à l'essence, ils ne consomment très peu d'essence dessus, donc ils ne l'utilisent que comme un véhicule électrique. On va dire qu'ils ne mettent 200 dirhams d'essence qu'une fois par mois et tous les 28 jours du mois, ils sont en train de charger chaque nuit dans l'équivalent de 25 à 30 dirhams de coût d'énergie électrique à la tranche supérieure de tarification, l'IDEC, ONE, ou REDAL ou quoi que ce soit comme régie. Donc, chaque soir, il est possible de prendre très doucement de l'énergie vers une voiture qui se branche. Maintenant, dans les acteurs, on se rend compte que ce soit la téléphonie ou que ce soit l'Internet, il y a beaucoup de similitudes. Donc, contrairement à ce que tu dirais, Walid, je dirais qu'il faudrait plus voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme terrain ou réussite, par exemple, que ce qu'a fait Orange pour la fibre. Elle a fait arriver la fibre dans les garages et ensuite elle dit tous les résidents qui veulent la fibre, je fais juste une terminaison. Donc il est possible à plusieurs opérateurs qui existeront plus tard de dire je vais soit on va faire une installation commune, d'ailleurs c'est ce qui arrive entre les opérateurs téléphoniques et Internet. Maroc Télécom, elle fait une installation et ensuite les autres se greffent et ensuite ils se sous-louent ce que chacun prend comme trafic dessus. Maintenant, pour l'électrique, ça risque un peu d'être difficile parce que c'est difficile de tracer ça, mais on se dit, OK, il est possible dans un même garage d'un grand immeuble, d'un grand mall, de quoi que ce soit, qu'il y ait plusieurs acteurs. D'ailleurs, en tant qu'acteur ou bien opérateur, on appelle un CPO, un opérateur, c'est-à-dire Charging Point Operator. C'est celui qui fait l'installation et qui la gère lui-même. Un IMSP, oui, alors EMSP, c'est celui qui est acteur et qui a une plateforme, mais qui ne gère aucun chargeur physique. Donc, il ne fait qu'être un intermédiaire en plus et qui permettrait à la rigueur de dire bon, ben, moi, je pourrais faire du roaming pour vous tous. Et si jamais vous avez que accès à un réseau, moi je vous permets de faire une transition entre plusieurs réseaux. Donc éventuellement, on devrait regarder ce qui a bien réussi dans la téléphonie et dans l'Internet et de dire pourquoi ne pas aborder avec je parle des bâtiments qui existent. Après, on parlera des bâtiments qui sont en train d'être en projet. On pourrait dire dans les garages, au lieu de dédier des places avec une rotation, avec un coût à supporter, etc., on pourrait dire toutes les bornes ou toutes les places ont accès à une prise électrique et il faudrait la déclencher avec un badge ou avec quoi que ce soit comme procédé immatériel digitalisé plus tard, parce que ça va venir.
et on ne prend finalement que... pardon, on pourrait payer un plafonnement mensuel, comme ce qu'on fait avec notre mobile Internet. Et d'ailleurs, on pourrait passer le paiement sur le mobile aussi. Ça a réussi dans d'autres pays où ils ne font que ça. En Inde et... Donc, même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils ont fait ça. Donc, à la rigueur, dans les garages, il y aurait des installations très basiques. Et il n'y a pas besoin d'avoir des bornes de recharge qui coûtent très cher. Et ensuite, on verrait au fur et à mesure que le projet grandit et devient plus sérieux. À ce moment-là, on passe à des bornes qui sont plus... qui demandent un plus grand investissement. Si je peux revenir dans un bâtiment très simple où il y a à peu près 8 locataires ou 8 résidents, soit chacun se greffe sur son compteur. Donc il paye ce qu'il consomme dans l'appartement et il paye ce que la voiture consomme chaque soir. Donc à peu près du 400 à 800 dirhams en rajout de ce qui a été consommé par la maison. Ça, c'est le budget mobilité pour le véhicule électrique, qu'il soit hybride ou full électrique. Et il se trouve que aujourd'hui, les acteurs en dehors des immeubles disent au lieu de dépenser ça chez vous, vous pouvez souscrire à cette même somme dans tout le Maroc pour avoir accès à tous les recharges présentes sur les lieux publics, et en même temps vous pourrez recharger chez vous parce qu'on va installer chez vous si vous le désirez. Donc pour la même somme, je ne suis pas uniquement en train de charger chez moi, mais j'ai la même dépense, le même budget mensuel connu, plutôt que je paye pour ça, je paye pour ça, je paye pour ça. Et à ce moment-là, j'ai ma mobilité assurée et ma recharge assurée chez moi, ou bien même en dehors de chez moi. Et là, c'est à ce moment-là que les acteurs entre eux discutent entre eux et disent on va se compléter plutôt que d'essayer absolument d'occuper les lieux de manière en compétition. Donc il faudrait peut-être revoir un peu la copie, dire on n'a peut-être pas besoin forcément d'y aller avec de grosses dépenses. Comme ce que je vois par exemple dans les aéroports, les gens sont absents pendant une semaine. Ou bien les gens dans les bureaux, ils passent 4 heures à 8 heures. C'est à peu près la même chose finalement, parce qu'il y a besoin juste uniquement de mettre une prise, de charger pendant le temps qu'on reste à occuper le lieu. Et c'est la même chose pour, comme j'ai dit, la voiture est immobilisée pendant assez longtemps sur le lieu de travail ou en appartement. Donc, à ce moment-là, il faudrait juste trouver une solution informatique pour gérer cette prise. Et cette prise, même si c'est pas une vraie borne, elle a tout ce qu'il y a comme sécurité derrière et elle a tout ce qu'il y a comme traçabilité de OK, c'est ta place dédiée. Tu te branches et tu déclenches avec un téléphone puisque c'est un code qui va suivre. Donc c'est sûr qu'il y a encore besoin de brainstormer là-dessus, mais si on met des bornes, mettons qu'il y a 20 locataires sur un lieu et il n'y a que 8 bornes, il faudrait qu'il y ait une entente entre les gens qui habitent sur le lieu. Sinon, il vaut mieux carrément généraliser, parce que ce que j'ai remarqué actuellement, c'est que durant les 3 années 2021, 2022 et aujourd'hui 2024, ça c'est encore plus... on le voit beaucoup plus, c'est qu'il y a eu un quadruplement des achats. Et il y a eu on est arrivé à des parts de marché qui étaient projetées pour 2025-2026, on y est déjà aujourd'hui. Et ils sont tous en train de réviser leur copie. Et il y a eu des intérêts pour le véhicule gasoil pour certains, et fiscalement ou pas, mais en tout cas, il y a 4 motivations déjà pour acheter un véhicule électrique. Il y a l'aspect économique, c'est le premier. L'aspect écologique, ça c'est le dernier. L'aspect technologique, tout ce qu'offre la voiture, ça c'est le troisième. Et l'aspect confort, c'est le deuxième. Donc l'aspect économique, c'est quoi ? La plupart des gens comprennent que lorsqu'on roule en électrique,
on est au moins à 2 fois moins cher en véhicule électrique sur nos déplacements, sinon jusqu'à 5 fois moins cher en comptant même tout ce qu'on dépense dans un autre véhicule gasoil avec tout ce qui est maintenance, filtre, etc. Donc, avant, on se disait, oui, le véhicule électrique, c'est un grand achat, il faut y réfléchir, ça va déstabiliser le budget familial. Mais aujourd'hui, on est dans des tranches de dépenses de 300 000 à 500 000 dirhams. Et aujourd'hui, c'est le même segment que pour un véhicule diesel ou un véhicule essence. Donc aujourd'hui, le consommateur commence à se dire, je prends A ou B ou C. Le C, c'est tout nouveau pour moi, c'est un véhicule qui se branche. Je vais voir comment je vais brancher chez moi. Et si on se met d'accord tous ensemble de trouver les bonnes solutions, on risque d'accélérer en fait, l'adoption, mais pas uniquement, c'est vraiment l'usage de ces véhicules. Et à ce moment, il faudrait juste voir comment arranger à ce que ces véhicules, qu'ils soient sur le lieu de travail ou sur le lieu résidentiel, à ce qu'ils puissent charger tranquillement, pas forcément avec des bandes de recharge coûteuses, parce que c'est là où on va rentrer dans des installations et après, on ne pourra pas suivre les ventes. Voilà. Mais je crois que, comme tu as dit toi, la solution est vraiment sur la plateforme et pas forcément sur l'équipement. Parce que l'équipement, on est peut-être appelé à le changer chaque 3 ans. Et pour quelqu'un qui est comme vous dans l'immobilier, vous n'avez certainement pas envie que ce soit du CAPEX. Vous avez plus envie de dire, OK, je vais peut-être le dédier à quelqu'un qui va s'en charger. Et si jamais il y a une borne en panne, moi, je ne m'occupe pas et elle doit être remplacée. C'est tout. C'est comme ça dans le contrat. J'ai pas à dire quand est-ce qu'elle va être réparée, quand est-ce qu'elle va être remplacée. C'est comme un ascenseur. Il doit être à uptime 99.999999. Il doit jamais s'arrêter. Donc c'est à peu près la même chose. Je vais peut-être passer le micro pour lancer un segue à quelque chose qui pourrait suivre. Oui, alors déjà merci parce que je pense que ça fait vraiment avancer le débat. Cette idée de se dire il n'y a pas que des bornes qui coûtent quand même cher. Hein. On pourra parler des prix, mais en tout cas, comme dit Khalil, il y a cette possibilité d'y aller vraiment à la prise électrique renforcée, sécurisée, mais qui serait un coût beaucoup moindre pour un promoteur immobilier et qui pourrait être installé beaucoup plus facilement, même dans des projets existants. Maintenant, dans les nouveaux projets, et donc je vais surtout m'adresser à Madame Ouda, dans les nouveaux projets immobiliers, est-ce que vraiment l'aspect financier et réduire les coûts au maximum de ces installations, est-ce que c'est vraiment ça l'élément qui va pouvoir faire déclencher ces installations, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour les acteurs pour que les promoteurs fassent cette démarche d'installer, si ce n'est pas des bornes, comme a dit Monsieur Khalil, des prises renforcées ou des solutions pour recharger les véhicules. Merci. Justement, vous étiez en train de parler des prises électriques et ça m'a rappelé un peu le début de notre projet. Au début, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire des prises électriques par appartement, par place de parking. Le coût est énorme parce que c'est pas la prise elle-même, c'est le câblage qui vient de chaque appartement et tout le schéma électrique et la puissance par la suite qu'on va donner à l'administration et on va payer dessus, c'est-à-dire la puissance elle va augmenter, du coup c'est une autre installation qui doit être mise en place, tout le schéma appartement par appartement. Je vous assure que ça coûte beaucoup plus cher que le dispositif lui-même. Donc, mais le début était ça, on était ambitieux. On voulait faire pour chaque... on s'est dit, ça va être beaucoup plus simple pour l'utilisation, pour la facturation, mais on a pu faire ça pour des villas qui avaient encore une particularité, c'est que toute la circulation se fait en sous-sol. Et du coup, les places de parking sont en sous-sol liées directement à la villa. Et c'est une configuration assez spéciale sur notre projet. Donc là, on a pu
faire ressortir des prises pour chaque villa. Pour un immeuble, on va pas dire un immeuble, mais un GH, un groupement d'habitation, c'est un peu plus complexe et pas enfin un peu plus coûteux, on va dire. Donc, non, dans ce cas-là, oui, le coût est important. Donc, je ne sais pas si ça... Alors, c'est la même approche aussi pour lorsqu'on décide de bâtir un hôpital ou une université, on regarde le câblage informatique pour que ce soit le plus optimal en rapidité, mais aussi que le câblage ne soit pas trop redondant, qui ne vienne pas du longue distance. Donc, lorsqu'il s'agit de branchement pour des prises disponibles dans les garages, il ne faut pas remonter vers l'appartement, mais il faut à ce moment-là dire on va faire un compteur dédié. Donc, il y a le compteur ascenseur, il y a le compteur éclairage du garage, et il y a en fait, c'est du building management system, c'est que celui qui va prendre en charge après, il a des indicatifs, des indicateurs, pardon. Il a des indicateurs de chaque chose, ce qu'elle consomme et comment elle est construite. Donc, la construction en étoile pour le réseau informatique, c'est à peu près la même chose pour le réseau électrique dans le garage. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher la source énergétique trop loin, en remontant et redescendant jusqu'au compteur de chaque appartement qui se trouve en général au rez-de-chaussée ou bien parce qu'on fait vraiment trop de distance. Comme vous avez dit, à ce moment-là, on explose le budget. À ce moment-là, on dit, OK, la prise, elle est là. On va faire juste des tubes, des fourreaux. Si le résident veut à ce moment-là passer son câble réseau, c'est à lui de le supporter. Donc, ce serait dans son budget après livraison. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'une fois qu'on livre, on ne veut pas toucher et commencer à attacher. Non, je vous suis. Donc après, on se dit, on va inviter un opérateur et ça sera son travail. Et son travail à lui, c'est comme ce qu'il a dit Walid à ce moment-là, c'est de dire, il a son compteur, il est responsable de son compteur et il n'y a pas du recouvrement, parce qu'il y a déjà pas mal de recouvrement ailleurs. Donc il ne faut pas compliquer toute la gestion par la suite. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre les habitants. Donc c'est une installation qui est entièrement à part et que l'opérateur va supporter. Donc s'il y a un problème sur ça, donc c'est l'opérateur qui va s'assurer, parce c'est sa responsabilité. Mais chérie, il vient en invité, il vient et il prend en charge tout ce qui va avec, parce qu'il a été accompagnateur depuis peut-être le début. Sinon, il vient à la fin pour dire j'ai une gestion déléguée de ce qui a été pensé depuis le départ. Donc, mettons qu'il y ait une prise sur chaque place titrée. La personne qui a cette place titrée, elle est libre d'utiliser ce service ou pas. Elle est libre de payer ou pas. Mais au moins, le service Mouffar, et lorsqu'il s'agira de l'utiliser, comme peut-être Walida a dit, à ce moment-là, une carte rechargeable est disponible. Et le câble existant lui-même, il n'existe que dans le garage, il ne va que vers une armoire locale et dans le compteur d'ILA. Mais ça fait partie des parties communes. Alors, très bonne question. Si c'est géré par le syndic, dans ce cas-là, la responsabilité est de l'opérateur paye le syndic. Mais sinon, moi je vois la chose légèrement autrement. C'est que le syndic donne le droit à l'opérateur d'avoir son propre compteur dans les lieux. Et à ce moment-là, c'est un peu comme l'Internet. C'est-à-dire que le syndic donne le droit à Orange de venir poser sa box Orange pour après finir la terminaison fibre vers l'appartement. Avec le compteur, il doit appartenir à l'opérateur qui est invité pour une durée d'1 an renouvelable. S'il fait une connerie, c'est un autre opérateur qui viendrait à ce moment-là. Mais au moins le câblage qui va être préinstallé, il n'ira pas jusqu'en haut et redescendre, parce que ça fera trop cher. Il vaut mieux que ce soit juste propre au garage avec un compteur dédié. Et avec le compteur dédié, c'est du rechargeable. Pas forcément rechargeable dans le compteur. C'est plutôt une gestion à part qui est donc finalement il y a la caisse
en fait, il y a le budget de l'ascenseur, il y a le budget de l'éclairage et il y a le budget de la recharge. Et ceux qui ne veulent pas payer, même si c'est à la place titrée, ils n'ont pas ils vont pas cotiser pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Et c'est ça aussi l'un des problèmes. Mais sinon, déjà, l'installation ne doit pas être trop chère. C'est ce qui freinerait déjà l'investissement initial. Parce qu'on doit avancer dans le projet. Et si ça retarde les réunions, à ce moment, on dit, bon, on fait passe et c'est dommage. Donc, alors que finalement, ça serait juste passer le câblage en local. Merci Khalil. Juste une dernière intervention sur la partie prise. Ce qu'on voit principalement qu'il y a deux challenges sur la partie prise. Il y a déjà la partie coût, comme venait de dire Madame Ouda, mais il y a aussi le challenge des heures de recharge. Quand on a une prise renforcée, il est à 2,3, 2,5 à 3 kW. Donc pour une voiture électrique, ça va prendre quasiment 40 heures, 30 heures peut-être, 30 heures, même si on ne charge pas le plein. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on récolte d'après nos clients. Quand ils ont une prise renforcée, ils chargent à 40%. Donc ils ne sont jamais satisfaits de la recharge avec la prise renforcée. C'est ce qu'on a déjà récolté comme feedback du marché actuellement. Donc soit de nos clients, soit de nos partenaires, ils ne sont jamais satisfaits de la prise. Il y a le deuxième challenge de la prise, c'est l'intelligence. Une prise, il n'est pas intelligente, c'est-à-dire il n'est pas connecté, il supporte pas le protocole de communication, par exemple OCPP 1.6. Donc on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe exactement sur une prise. Donc pour ça, il vaut mieux vaut mieux être judicieux et au lieu d'investir dans des prises, investir dans des petits dispositifs, peut-être des bornes à 7 kW, peut-être des bornes à 11 kW qui ne sont pas très très chers, mais qui sont au moins connectés, qui peuvent offrir le service, surtout pour des projets immobiliers 4.0, des projets, ce qu'on parle aujourd'hui de smart cities et des projets immobiliers qui sont intelligents. Vaut mieux avoir des plateformes de recharge qui répondent à ces exigences, car quand on a un conducteur de voiture électrique, ce que je vois aujourd'hui sur mon entourage, ce sont des gens qui sont potentiellement très connectés, ils veulent savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a l'aspect, comme venait de dire Khalil, l'aspect confort et l'aspect technologie de la voiture électrique. Donc il veut avoir toujours une application mobile chez lui, il veut avoir qu'est-ce qui se passe avec sa borne, il veut contrôler, il veut même brider, il rentre avec toi dans des questions très très techniques. Pourquoi ça et pourquoi 7 kW et pourquoi pas 11 kW? Je veux avoir le maximum output de mon installation. Donc c'est pour ça on voit que la prise n'est pas, il y a des challenges, il y a des vrais challenges avec la prise, surtout les deux que je viens de citer. Donc c'est pour ça on préconise des dispositifs qui sont intelligents, surtout pour des projets immobiliers de Smart Cities. Donc on peut passer à la session questions-réponses. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour cet éclairage. J'aimerais bien poser une question à Madame Mamouni, étant donné que vous avez vécu une expérience dans la mobilité électrique et vous l'avez dit clairement que l'installation de chaque compteur jusqu'à la place du parking, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une solution que vous pouvez adapter qui a été validée par des promoteurs. C'est que vous allez installer un compteur général qui permettra au syndic de suivre avec la société qui va installer, avec la possibilité d'avoir des cartes RFID qui permettent la gestion de chaque borne et avoir la consommation. Comme ça, les utilisateurs de voitures électriques seront avertis et ils vont payer ce qu'ils ont commencé à consommer à travers les cartes RFID. Est-ce que vous avez la possibilité, parce que ce projet, ça va vous coûter entre les alentours de 20 000, 30 000. D'un seul one shot, et après vous serez libre. Merci. Merci pour la question. En fait, je pense que non, ça marche. Je pense que je me suis peut-être mal exprimée quand j'ai répondu à la question. C'était par rapport à mettre
pour chaque place de parking une prise. Et en fait, au début de mon intervention, j'ai expliqué que nous avons essayé de programmer cette solution, mais nous avons opté pour la solution dont vous avez parlé. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est un compteur à part et plusieurs places de parking dédiées avec des bornes électriques dédiées aux personnes qui souhaitent recharger. Et bien sûr, la gestion est chez le syndic avec un logiciel et avec des cartes individuelles. Ces cartes-là seront données aux personnes qui le souhaitent et on va mettre en place une espèce de recharge. Mais malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas pu faire la recharge en montant, mais en kilowattheure pour l'instant. Et ces personnes-là, quand ils passent leur carte, ça calcule voilà, la consommation et on fait le décompte chaque 3 mois. Donc, c'est ce qui a été finalement mis en place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, ma question, c'est pour Rouda. Est-ce que vous avez senti un impact sur la commercialisation du projet parce que justement, il y a ces bornes? Parce que moi, je suis très étonnée parce que pour moi, c'est encore un peu... C'est très light au Maroc. Oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais est-ce qu'un promoteur va quand même avoir le retour sur investissement suite à cette mise en place de bornes électriques? Écoute, question très pertinente. D'ailleurs, j'avais commencé par ça aussi, mais brièvement. Nous, en tant que promoteur, on est sensible à cette question. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a pas un impact retour sur investissement. Il y a un impact image parce que nos projets c'est des projets verts, c'est des projets ouverts sur la nature. Donc, ça s'inscrit un peu dans l'ADN du projet lui-même et du promoteur. Donc, et on essaie de mettre en place des infrastructures différentes sur chaque projet. Pour 17 Air Park, c'est les bornes. Pour Plage d'Enfa, c'est tout ce qui est comment dire ça, solaire. Et il y a une sensibilité. On a une clientèle qui, surtout clientèle au standing, qui est sensible aux bornes électriques. Donc, ça plaît beaucoup, c'est attractif, on communique dessus, donc c'est une belle image du projet, du promoteur. Le retour sur investissement n'y est pas encore. C'est pour ça que j'ai dit au début, ça ne va pas actuellement donner une valeur ajoutée immédiate en termes financiers au projet. Nous n'allons pas vendre à plus 10% ou 5% ou même 1%. Si le client doit choisir entre nous et le projet d'à côté, ça ne sera pas le catalyseur. Voilà. C'est dans l'image globale, c'est l'une des composantes de l'image globale du projet. Mais ce n'est pas le catalyseur qui va faire que voilà. Pour l'instant, malheureusement. Alors, d'autres questions? Merci. Merci beaucoup.